Aujourd'hui, j'ai prévu de vous parler de performance et plus particulièrement de notre regard sur la performance. Alors, vous pouvez admirer un dessin de l'artiste Marielle Durand. Le Mont Ventoux, je pense que tout le monde connaît. Ce géant de Provence, tel qu'on le surnomme, une étape mythique du Tour de France. Et pour Guillaume, mon associé, avec qui j'ai créé J'en crois pas mes yeux, l'entreprise de production audiovisuelle, réaliser l'ascension du Mont Ventoux, c'est un rêve de gosse. Guillaume, c'est un fan de vélo, un cycliste averti. Simplement, il n'a jamais osé se lancer seul pour faire cette ascension. Alors le moyen qu'il trouve, c'est de faire l'ascension en tandem. Et plus exactement, de me proposer de faire l'ascension avec lui en tandem. Et moi, le Ventoux, comme tout le monde, j'en ai entendu parler en tant qu'épreuve cycliste, mais j'ignore complètement que c'est la Mecque du vélo, le Graal pour tout cycliste. Je vous assure, quand je suis arrivé sur place, on a vu des vélos partout, et alors là, j'ai vraiment compris, là, j'ai vraiment pris conscience que c'était un rêve pour tous ceux qui aiment le vélo. Moi, j'aime le foot, j'aime le Stade de Reims, donc autant vous dire que je ne suis pas du tout dans le même univers que Guillaume. Et pourtant, on s'est lancés tous les deux, on s'est entraînés pendant 6 mois, en plus de notre entreprise et du travail, bien sûr. Et le 15 juin, on a fait cette ascension, on s'est lancé. Et le jour J, donc, durant l'ascension, alors que nous avons effectué 2 tiers du parcours déjà, survient un problème de ravitaillement. La personne qui doit remettre le 2e bidon de boisson énergisante à Guillaume ne l'a pas. Personne ne sait où est passé ce fichu bidon. Alors ça, Guillaume, ça l'énerve, ça l'agace, ça le stresse énormément. Et moi, je reste plutôt calme et je lui dis, c'est pas le moment de s'énerver. Alors, la question que je lui pose, c'est pourquoi une telle différence de réaction entre nous deux? Pourquoi à ce moment précis, je suis plus performant que Guillaume? C'est ce que je vais essayer de vous présenter dans le temps qu'on va passer ensemble durant ces 20-25 minutes. Alors, depuis le début, avec Guillaume, on gère cette aventure de façon très professionnelle. Notre objectif, c'est de réaliser l'ascension du Mont Ventoux sans poser le pied au sol, et c'est également de réaliser un documentaire de l'aventure. Pour ça, nous nous sommes vraiment donné les moyens. Nous sommes allés voir des partenaires techniques comme Garmin, qui nous a fourni les capteurs de puissance, les GPS. Enfin, on a un vrai bolide. Notre vélo est bardé de capteurs, on est super bien équipé. On a réalisé une campagne de financement participatif en allant chercher 75 entreprises et particuliers. On a des sponsors comme la Française des Jeux. Donc vraiment, on a essayé d'être le plus professionnel possible. Simplement, être professionnel, ça ne suffit pas toujours et ça ne nous enlève pas tout ce qui est imprévu, inconnu. On peut essayer d'anticiper, mais réussir à tout planifier, tout calculer, c'est pas forcément toujours possible. Et ça, avec Guillaume, c'est un état d'esprit que l'on partage, c'est une conviction très forte chez nous. Mieux vaut essayer de s'adapter plutôt que de chercher à tout maîtriser. La preuve, on s'est lancé dans cette aventure alors que Guillaume ne connaissait rien au tandem et moi, je ne connaissais rien au vélo. Pour ma part, j'ai envie de dire que cette conviction que vaut mieux chercher à s'adapter plutôt que de chercher à tout calculer, c'est quelque chose que j'ai appris durant mes études aux États-Unis. Vous le savez peut-être, mais aux États-Unis, il y a une relation un peu particulière entre prof et étudiant. Et à plusieurs reprises, je me suis retrouvé au bord de la piscine de mon prof de marketing à boire du rhum et du coca. Et c'était l'occasion pour lui de nous donner des bons conseils. Et notamment, parmi ceux-ci, un jour, il m'avait dit « N'oublie pas, quand tu feras un plan de marketing, il sera faux à 75% et il faudra l'adapter. » Donc cette idée de s'adapter plutôt que de chercher à tout maîtriser, c'est vraiment une idée, une conviction très forte et qui ne m'a jamais quitté depuis mon passage aux États-Unis et que l'on partage avec Guillaume. Ce prof de marketing m'avait dit également, tu vas rentrer en France, tu vas créer ta boîte, tu te planteras peut-être, mais tu auras appris pour les suivantes. Et ça, c'était en 1999. Je réalise, c'est en vous disant ça, que ça fait 20 ans quand même déjà, mine de rien. Je sais que j'ai perdu des cheveux depuis, mais quand même, 20 ans. Donc, il me dit ça, tu te planteras peut-être, mais tu auras appris pour les suivantes. Et ça, c'est la première fois que j'entendais un discours aussi positif sur l'échec. Je suis donc rentré et j'ai créé ma première boîte.
un éditeur de logiciels pour aider les sites web à respecter les normes d'accessibilité, les normes d'ergonomie. C'était une obligation légale aux États-Unis et ça devait le devenir en France. En fait, l'idée, c'est de permettre à tous les sites web de s'afficher sur tous les supports, que ce soit, alors à l'époque, on parlait de téléphone mobile, on ne parlait pas encore de smartphone, que ce soit les navigateurs, et donc aussi être accessible à tous ces publics, notamment les personnes âgées ou handicapées. Donc voilà, donc on crée cet éditeur de logiciels en 2000, en août 2000, et à l'époque déjà, on faisait face à une pénurie de candidats aux compétences ingénieurs, compétences informatiques. Donc on s'est tourné vers des profils assez atypiques. Nous sommes allés voir des personnes de la fac en maîtrise, mais aussi des personnes en alternance que nous avons formées nous-mêmes, des personnes de nationalité étrangère. Sur 20 collaborateurs, nous avions 7 nationalités. Alors dans les 7, j'inclus quand même belge, espagnol et portugais pour arriver à 7, hein, donc des pays limitrophes à la France. Et puis nous avions également un tiers d'autodidactes. Des profils, je l'ai dit, donc plutôt atypiques, et surtout des profils qui peuvent paraître comme un défi assez audacieux quand on se réfère à nos croyances sur la performance. Et justement, j'en arrive au cœur de mon sujet, nos croyances sur la performance. Alors, nos croyances, quand on parle de croyances, il faut déjà comprendre d'où elles proviennent. Il y a les croyances qui viennent des expériences que nous avons vécues, de nos propres expériences, nos propres croyances. Pour illustrer ça, par exemple, si on prend 2 enfants qui se baignent dans la mer, et d'un coup, la mer est agitée, devient plus tumultueuse, on va dire ça comme ça. Il y a un des 2 enfants qui se dit la mer, finalement, c'est dangereux. Et l'autre pense la mer, c'est sympa et rigolo, on peut s'amuser dans les vagues. Donc vous voyez, une même expérience au départ et 2 croyances différentes. Donc les croyances qui sont issues de notre propre vécu. Il y a aussi les croyances que l'on acquiert à travers les autres, à commencer par notre famille, et à travers la société, via tous les éléments de langage que l'on va s'approprier. Par exemple, les filles sont littéraires, les garçons sont des matheux, les cyclistes sont tous dopés. Oui, je sais, c'est peut-être pas forcément une croyance, c'est peut-être plus une réalité, mais... Donc voilà, ces éléments de langage, qu'ils soient d'ordre général, comme ceux que je viens d'évoquer, ou des éléments de langage que l'on a nous-mêmes interprétés. Et j'ai en tête cette fille qui pensait qu'on lui avait dit, en fait, ta naissance est... je recherche la phrase exacte, excusez-moi, mais ta naissance, tu n'aurais jamais dû venir au monde. Voilà, on lui avait dit ça. Tu n'aurais jamais dû venir au monde. Alors, est-ce que ça veut dire ta naissance est regrettable ou ta naissance est miraculeuse? Et en fait, on lui disait que sa naissance était miraculeuse, que c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel, qu'elle ait pu réussir à venir au monde. Et elle l'avait interprété en disant « ma naissance est regrettable ». Donc là aussi, vous voyez une croyance à partir d'éléments de langage qu'elle avait interprétés. En entreprise, si vous recrutez quelqu'un qui a un profil atypique, par exemple quelqu'un qui vient de banlieue, pour reprendre des exemples qu'on a eu largement dans les médias ces dernières années, si ça se passe mal, vous allez avoir tendance à penser eh bien, cette personne n'est pas compétente. Et puis, finalement, je ne recruterai plus ce genre de profil. Tout ça pour dire qu'à toutes nos croyances, nous allons associer des émotions, des capacités. Si je reviens sur l'exemple de mes 2 enfants, il y en a un qui dit la mer c'est dangereux, eh bien lui il va avoir la peur d'aller se baigner, d'apprendre à nager. Et puis à ces émotions, à ces capacités qu'on a associées, il va y avoir des comportements qui vont découler. Cet enfant, il ira plus facilement en vacances à la montagne qu'à la mer. Donc, vous voyez le rôle que peuvent avoir nos croyances dans nos décisions, et j'ai pris l'exemple en entreprise du recrutement de ce profil atypique. Alors, ma question c'est comment réussir à dépasser ces croyances et comment aller chercher la performance. Vous le savez, en France, on apprécie tout particulièrement les savoirs théoriques, les diplômes, on aime bien ça. On privilégie en fait l'accumulation
de connaissances, bien plus que ce que j'appelle la culture. Culture du terrain, culture du travail en équipe, culture de l'entreprise. Et on le voit, les savoirs théoriques, l'expertise, ça ne suffit pas toujours. Guillaume, dans l'ascension du Ventoux, c'est lui l'expert, c'est lui qui a toutes les connaissances du vélo. Et pourtant, durant l'ascension, il panique, il stresse, il s'agace, donc ce savoir-faire ne suffit pas. Vous avez peut-être en tête cette phrase de Didier Deschamps, avant la Coupe du Monde, qui avait dit « Je ne vais pas sélectionner les 23 meilleurs joueurs ». En fait, Didier Deschamps, quand il disait ça, il reprenait une phrase de Claude Onesta, qui est le sélectionneur de l'équipe de France de handball, également championne du monde, qui était convaincu par cette idée de ne pas sélectionner les meilleurs. Durant mes études, j'avais un de mes profs d'économie à Sciences Po qui nous disait « Quand je recrute pas des CV lisses comme les vôtres ». Alors on est dans la deuxième partie des années 90 à Sciences Po, il faut se mettre un peu dans le contexte feutré de l'institution. Et à cette époque-là, il y a des profs qui nous rabâchent que nous sommes l'élite de la France. Donc, avoir un prof qui vous dit ça, non seulement ça vous invite à réfléchir, mais en plus, c'est vraiment quelque chose qui vous bouscule. Et en fait, ce prof, il poursuit et il dit « Moi, je recrute des personnes qui ont un CV non lisse, c'est-à-dire des personnes qui ont connu des difficultés et des épreuves dans leur parcours, parce que, 1, je suis sûr qu'elles ne m'abandonneront pas à la première difficulté, et 2, je suis à peu près convaincu qu'elles sauront faire preuve d'imagination pour contourner les obstacles qui vont se dresser sur notre route. Parce que l'entreprise, c'est un monde d'imprévus. Alors, que ce soit Claude Onesta, Didier Deschamps ou ce prof d'économie, ils nous disent une chose, c'est d'essayer de s'attacher à la personnalité et au vécu, et pas uniquement au savoir théorique, à l'expertise. Ça, c'est pour moi une conviction très forte. Maintenant, pour y arriver et sortir de toutes nos représentations, je vous parlais des croyances que l'on peut avoir par rapport à la performance, donc pour sortir de toutes nos représentations et aller chercher la performance chez nos candidats, je vais vous livrer trois conseils pratiques. Il y en a certainement d'autres, mais j'ai choisi de vous présenter ces trois-là. Le premier, c'est ne pas penser à la place des autres. Ne pas penser à la place de l'autre, c'est se questionner et s'interroger. Par exemple, on peut être envahi par ces pensées du type « j'imagine que lui, il ne sait pas faire ça. Je pense que ça, c'est pas pour lui. » Ou « ça sert à rien que je lui en parle parce que de toute façon, il ne pourra pas le faire. » Donc toutes ces pensées, les remplacer par une logique de questionnement. Comment fais-tu? Que fais-tu? Et quand je dis ça, donc c'est vous inviter à ne pas penser à la place de l'autre, et c'est s'attacher à la personne et à ce qu'elle propose plutôt qu'à ce qu'elle est. Je vais vous prendre un des exemples les plus caricaturaux que j'ai vécu, que j'ai rencontré dans ma carrière. C'est un homme d'origine indienne qui a été recruté par une boîte de publicité pour ses compétences supposées en informatique, alors qu'il est journaliste. Accrochez-vous bien, en fait, donc il fait son entretien de recrutement. Ça se passe bien. Il se présente le premier jour pour aller travailler au service de communication et on lui dit « mais on t'a recruté pour le service informatique ». En fait, ce qui se passe, c'est que les personnes ont fait l'amalgame entre Inde, son origine donc, et le côté Inde, un vivier d'ingénieurs. Donc, il a été recruté pour le service informatique. Autant vous dire qu'il n'a pas fait une journée et qu'il est vite parti. Mais ce qui est assez dingue dans cette histoire, c'est que finalement, les personnes se sont vraiment focalisées sur ce qu'il est et non pas sur ce qu'il propose, sur ce qu'il fait. Et pour moi, aujourd'hui, on est dans une société qui se dit, qui se veut inclusive, mais on n'arrête pas de cataloguer les personnes et de leur coller des étiquettes. Donc ça, c'est vraiment mon premier conseil, ne pas penser à la place de l'autre et être dans une logique de questionnement pour justement aller chercher ce que propose, ce que fait la personne plutôt que ce qu'elle est. Deuxième conseil pour sortir de nos représentations et aller chercher la performance, c'est veiller à sa qualité d'écoute. Alors veiller à sa qualité d'écoute, c'est très vague, donc je vais vous donner deux principes que j'essaye de m'appliquer au quotidien. Le premier, c'est être disponible et présent quand on est avec son interlocuteur.
Être disponible et présent, ça commence par des réflexes simples. Ne pas regarder la notification de son téléphone quand je suis en entretien avec quelqu'un. Je dis que c'est simple, mais en fait, c'est pas si facile que ça aujourd'hui, parce qu'on est hyper connecté, on est toujours sollicité, les alertes, les emails, etc. Et la disponibilité, la présence, l'écoute à l'autre, c'est quelque chose qui se travaille au quotidien avec des exercices très simples. Par exemple, éviter le multitâche, c'est-à-dire que quand je suis en train de rédiger un document, de lire un document, ne pas être tenté, ne pas aller voir mes mails toutes les 15 minutes. C'est quelque chose qui peut aussi se travailler. Moi, je sais que tous les jours, maintenant, quand je suis en repas à la maison avec ma famille, eh bien, j'éteins mon téléphone ou je le mets dans une autre pièce. Donc, je travaille ma disponibilité à ma présence aux autres, ma concentration finalement, si vous voulez, en évitant d'être tenté aussi comme ça. Donc, premier point pour travailler sa qualité d'écoute, être disponible, être présent à l'autre. Et deuxième point, c'est cette idée de chercher à faire briller son interlocuteur. Chercher à faire briller son interlocuteur, c'est ne pas ramener les choses à soi et ne pas toujours chercher à se mettre en avant. Un exemple très simple, alors je vous ai dit que j'étais assez branché foot, hein, donc vous m'en voudrez pas, mais Didier Deschamps raconte que lorsqu'il est en entretien avec ses joueurs, il ne parle jamais de sa carrière. Et pourtant, ça pourrait être très tentant de ramener tout à sa carrière et de dire, tu vois, quand j'ai été champion du monde, champion d'Europe, on faisait comme ci, on faisait comme ça. Et il est vraiment dans cette logique de faire briller son interlocuteur, ou son joueur en tous les cas, et d'être comme ça dans une posture de veiller à son écoute. Ça donc, deuxième conseil que je voulais vous donner, c'est penser à veiller à votre écoute. Et troisième point, et je m'inclus dedans bien sûr, troisième point, c'est l'idée d'arrêter et de proscrire le copier-coller. Proscrire le copier-coller, c'est pour moi comprendre qu'une situation et qu'une personne peut évoluer. Autrement dit, ce qui était vrai hier ne l'est peut-être plus aujourd'hui. Alors, là encore plusieurs exemples. Vous connaissez peut-être Ron Johnson, qui est le fondateur des Apple Store, qui a eu un grand succès en développant une chaîne de magasins sur une intuition de Steve Jobs. Et Ron Johnson, quand il a quitté Apple, il a travaillé dans une chaîne de magasins, JCPenney. Je suis désolé, hein, j'ai un accent d'anglais assez merdique, hein, disons-le. Parce que quand j'étais aux États-Unis, j'ai vite compris en fait que les Américaines adoraient l'accent français. Donc j'ai jamais cherché à corriger mon accent. Donc si vous voulez me reprendre, n'hésitez pas. Donc JCPenney, et c'est une chaîne de magasins qualifiée de vêtements un peu ringards. Et il avait pour mission de moderniser tout ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bah, ça a bien marché Apple, avec Apple Store, donc je vais refaire la même chose. Et là, ça a été un flop. Alors vous pouvez me dire, moi c'est facile de juger après coup, mais quand même, ce que je veux dire avec cet exemple, c'est s'interroger sur le contexte et savoir si les éléments qui ont été déterminants à un instant T sont encore valables aujourd'hui. Quoi de commun entre un iPhone et un vêtement un peu ringard, par exemple. Deuxième exemple, vous connaissez forcément Walt Disney. Vous savez peut-être que Walt Disney a été, au début de sa carrière, viré de Kansas City Star pour manque d'imagination et manque de bonnes idées. Quand on connaît son parcours, c'est assez cocasse. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, pour moi, c'est que lorsqu'il s'est présenté après avoir été viré à Hollywood, c'est qu'on s'est détaché de ce côté manque d'imagination, bonnes idées, et on l'a écouté et on a compris finalement qu'entre-temps, il avait peut-être évolué, changé, fait évoluer ses programmes, et voilà, sa carrière était lancée. Pour terminer et vous donner un dernier exemple sur cette idée de proscrire le copier-coller et essayer de prendre en compte l'évolution des personnes et des situations, je vais vous raconter ce qui pour moi est l'un de mes meilleurs souvenirs d'entrepreneur parmi les 3 entreprises que j'ai créées. Je vous l'ai dit, dans ma première boîte, éditeur de logiciels, nous avions un tiers d'autodidactes, grosso modo. J'étais assez frappé par les complexes que pouvaient nourrir ces autodidactes, face à nos ingénieurs notamment. Et un jour, on a gagné un appel d'offres, un important appel d'offres du ministère des Affaires sociales, et c'est un de nos autodidactes, Marino, qui a réalisé l'audit qui était en jeu dans cet appel d'offres. On a renvoyé sa réponse, son audit à nos interlocuteurs,
Et l'audit a commencé à circuler au sein des services du ministère parce que le travail était vraiment de qualité et tout le monde voulait s'en inspirer. Un jour, on reçoit un appel du cabinet de la ministre de l'époque en nous disant « On a eu vent du travail d'un de vos collaborateurs sur un audit et on voudrait que vous veniez le présenter au cabinet de la ministre. » Et alors moi, je me tourne vers Marino et je dis « Mais c'est génial, ton travail est vraiment reconnu et tu vas aller le présenter au cabinet de la ministre. » Et là, il me dit « Mais jamais de la vie, moi j'en suis incapable, je ne parle pas à ce genre de personnes. Je ne sais pas parler à ce genre de personnes. » Et je lui dis « Mais bien sûr que si, tu vas aller le présenter. On va organiser une demi-journée de formation, de préparation, et puis je vais t'accompagner. » Donc nous y sommes allés, et finalement, ça s'est très bien passé, et Marino est sorti de là très fier. Et en fait, ce que je retiens moi, de cette histoire, c'est, je me dis, quel parcours, quel chemin, quelle évolution de la part de ce collaborateur, entre le moment où il est rentré dans la boîte avec tous ses complexes, et cette histoire où finalement, il a réussi à aller devant un cabinet de la ministre qui pour lui était inaccessible, et être très très performant. Alors, quand Guillaume, durant l'ascension, stresse, s'agace, s'énerve, et que j'arrive à rester calme, finalement, alors que Guillaume était le leader de l'aventure jusqu'à ce moment-là, c'est moi qui deviens le leader, et nous parvenons à aller au bout. Et finalement, ce qui est important, c'est qu'on réalise notre objectif, on l'atteint, donc on réalise l'ascension sans poser le pied au sol, grâce à notre complémentarité. Et ça, pour moi, ce qui est clé là-dedans, c'est que la performance, ce n'est pas rassembler les meilleurs, elle ne naît pas du fait de rassembler les meilleurs. La performance, elle naît avant tout de la diversité des talents et de leur complémentarité. Et c'est pourquoi, avec Guillaume, notre slogan maintenant, c'est « Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus haut ». Voilà, je vous remercie.